deuxième volet de cette vidéo. Deuxième volet, n'hésitez pas à mettre vos questions. J'y répondrai hein, pendant les échanges enflammés. Deuxième volet, et là, vous l'avez tous entendu, Camélia Jordana, Omar Sy, Virginie Despentes, l'antiracisme confortable. Alors, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité parce qu'ils ont ras le cul, hein, ils en ont ras le cul, ils doivent être nombreux, je vous refais un petit topo hein, sur ce qui s'est passé. Donc, on a eu Camélia Jordana, hein, chanteuse découverte à la Nouvelle Star, qui a dit chez Laurent Ruquier que aujourd'hui en France, des Noirs et des Arabes se faisaient massacrer. On a eu Omar Sy, massacrer tous les jours, excusez-moi, la temporalité est importante. On a eu Omar Sy qui nous a dit qui a dénoncé hein, les violences policières dans une tribune. Il a parlé, je cite, d'un mal qui ronge hein, le pays qu'il a quitté, parce que Omar Sy habite aujourd'hui aux États-Unis, hein, où apparemment l'herbe est plus verte ailleurs, comme on dit. On a Virginie Despentes également, alors elle championne du monde, qui nous a fait une lettre lue sur France Inter, où elle mélange à peu près tout ce qu'elle peut. Hein. C'est la barmaid de la réflexion, Virginie Despentes. Elle prend tous les thèmes chauds, elle les met ensemble, hop, Cuba Libre, glaçon à dégager. Donc, elle nous a tout mis. Hein. Elle nous a mis, alors je cite, hein, je tire ça d'un article de Marianne qui a fait le relevé. La surreprésentation des immigrés dans le milieu carcéral, le contrôle et violences policières exclusivement adressées aux femmes noires racisées durant le confinement, le désintérêt de la situation du 93 pendant la crise sanitaire, ou encore péché parmi les péchés, absence d'hommes noirs ministres à la tête de la France. On a à peu près tout ce qu'il faut. On a aussi Mathieu Kassovitz, alors lui, bah, pareil, hein, il n'en manque pas une, qui a demandé le désarmement de la police. Ouais, il a dit parce que les armes c'est mal. Donc voilà, ça déjà c'est un constat qu'il a fait. Les armes c'est mal et faut désarmer la police. Voilà, faut désarmer la police. Faudrait que Mathieu Kassovitz discute peut-être avec quelqu'un qui était là le soir des attentats du Bataclan. Faudrait qu'il discute avec les mecs de Dijon qu'on a vu il y a pas longtemps. Ouais, les flics désarmés. Bon, pourquoi pas hein, c'est une idée. C'est Mathieu Kassovitz, donc il sait de quoi il parle. Donc voilà, pour vous dire un peu toutes ces vedettes, ces artistes même qui donnent leur avis. Artistes d'ailleurs, là encore, une petite clarification, au demeurant très compétents dans leur domaine. Hein. Là n'est pas la question. Je veux dire, leurs idées de merde n'ont rien à voir avec leur talent. Hein. Camélia Jordana, là, la petite révélation, moi j'aimais bien. Quand elle a commencé, quand la Nouvelle Star, elle était jolie comme tout. Puis elle a une jolie voix. Voilà. Mais bon, elle dit de la merde. C'est comme ça. Ça c'est pas grave. Ouais, je vois Captain GG, salut Captain, qui dit la meuf qui compte les noirs aux Oscars, on en parle, ouais. Aïssa Maïga, elle s'appelle. Ouais, j'aurais pu la citer aussi. Ouais, pour combattre le racisme, elle est arrivée dans une salle, elle a fait pique-nique douille, c'est toi l'andouille, il y a 12 noirs, elle a compté les noirs. Ouais. Pour critiquer le racisme apparemment. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Voilà. Donc pour essayer de décrypter tout ça, hein, personnalité par personnalité, il faut, voilà, je vais essayer un peu de décortiquer le contexte hein, de chaque starlet qui s'est exprimé sur la situation. On a Camélia Jordana qui vient faire sa promotion chez Laurent Ruquier pour son dernier album. Elle est signée en contrat chez Sony Music, donc c'est la classe, les États-Unis, ça swing. Et Camélia Jordana, dans sa déclaration chez Laurent Ruquier, disait que, par exemple, quand elle a les cheveux frisés, elle a peur d'être contrôlée. Et quand elle n'a pas les cheveux frisés, non. Non. Donc déjà, bon, sur le plan capillaire, faudrait interroger Barbara Gould, Jean-Louis David, j'en sais rien. Là, faut des experts. J'ai été étonné de ne pas les voir sur les plateaux télé, sur BFM. Alors, Jean-Louis David, des frisages ou pas des frisages? Ils n'ont pas fait le débat, mais peut-être que ça va venir. Donc voilà, déjà, il y a une affaire de cheveux. Camélia Jordana, apparemment, voilà. Donc, si vous voulez, pour être sérieux 2 minutes, hein, c'est n'importe quoi. C'est à peu près n'importe quoi. Des Noirs et des Arabes se font massacrer tous les jours d'après Camélia Jordana en France. Ça ne repose sur rien, si vous voulez, sinon que l'émotion. Hein. Bien évidemment qu'il y a eu des drames, là encore, c'est important de mettre en contexte. Je ne nie pas les drames, les violences policières qui ont pu avoir lieu, mais de là à étirer le propos et dire que des Noirs et des Arabes se font massacrer tous les jours en France, c'est aberrant, c'est un déni de réalité, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas être sérieux avec de tels propos. Mais apparemment, c'est la sociologue Camélia Jordana qui l'a dit. Bon, c'est pas une question de légitimité. Moi-même, je m'exprime alors que je suis une banane flambée. Je veux dire, mon avis, tout le monde s'en fout. Et elle a le droit, en tant que citoyenne, de s'exprimer. Heureusement, on a d'ailleurs la chance de le faire. Parce que si on était dans un État structurellement raciste,
Je crois pas que Camélia Jordana elle pourrait dire ça à la télévision. Donc heureusement elle a la possibilité de dire ça, pourvu que ce soit le cas pour des siècles et des siècles. Mais bon, ça n'empêche pas d'être un peu sérieux. On enchaîne Omar Sy. Alors pareil, Omar Sy, parmi les personnalités préférées des Français depuis des années, et là il a dit racisme structurel. Ouais, il a dit il est dans un pays racisme structurel. Donc mais personnalité préférée des Français. Donc je sais pas, moi je sais pas comment il peut y avoir ce racisme structurel et figurer comme ça à ce poste alors que c'est un acteur qui est adoré, qui est très apprécié. Bon, voilà, avec les positions qu'il prend, forcément il y a débat. Euh, voilà, à critiquer les violences et tout ça dans un pays qu'il a quitté. Bon, et puis Virginie Despentes, hein, le trio, si vous voulez, les attaquants de pointe de la pleurniche. Virginie Despentes, alors elle, qui est palme d'or de l'opportunisme, hein, à peu près, parce qu'elle avait fait une lettre. Elle envoie des lettres. Je pense qu'elle doit bosser à la Poste en fait. Elle envoie des lettres. Elle avait fait une lettre sur Adèle Haenel au moment de sa sortie à la cérémonie des Césars, si je dis pas de bêtises, des Césars en France. Dites-moi si je dis des bêtises, je crois que c'est les Césars. Elle avait fait une lettre. Elle a dit bonjour. Bon, alors non, on se lève et on se casse. Elle avait écrit quelque chose comme ça. Là, c'était les mâles blancs qu'on avait pris plein la gueule. Bon, ben maintenant, c'est toujours les blancs, mais tous les blancs, tous les blancs, tous les blancs. Parce que elle, Virginie Despentes, à l'inverse de nous, pauvres gueux, Virginie Despentes, elle a reconnu son privilège. Elle a dit oui, je suis privilégiée. Ouais. Elle a dit voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux équipes qui se détachent dans le débat. Il y a ceux qui savent, donc c'est-à-dire deux équipes qui se détachent dans le débat médiatique, j'entends. Parce que le peuple, bon, si vous voulez, la femme de ménage qui a la peau noire, le plombier qui a la peau blanche, ou le serveur au McDo qui a la peau jaune, ces débats-là, pour l'instant, ils prennent un SMIC, après on discute, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est deux équipes sur le débat médiatique qui se détachent. Il y a ceux qui savent hein, et qui se considèrent parmi les opprimés. Donc Omar Sy, toute la clique, hein, Aïssa Maïga, tout ce que vous voulez, hein, des opprimés qui habitent aux USA, qui signent des contrats avec plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé, qui habitent les beaux quartiers après avoir quitté leur quartier d'origine d'ailleurs, parce que ils semblent tellement attachés à leur terre d'origine, à leur milieu d'origine, qu'ils l'ont quitté. Donc je ne sais pas qui opprime qui dans cette affaire. Et puis la deuxième équipe dans le débat médiatique, c'est ceux qui reconnaissent. Il y a ceux qui savent, puis il y a ceux qui reconnaissent. Ceux qui reconnaissent, par exemple, devant tous les micros tendus, leur privilège. Virginie Despentes qui dit ah je privilège, c'est chiant. Mais du coup, Virginoche, est-ce qu'elle va reverser tous ses droits d'auteur à des associations antiracistes? Parce que si on peut pas juste considérer le privilège, il faut s'en excuser, il faut aller au bout de la pleurniche. Donc, vas-y, envoie un chèque, parce que là, c'est bien de reconnaître le privilège sur France Inter, mais ça fait pas manger à la fin du mois. Donc, il est où le chécos, comme on dit. Donc, voilà, si vous voulez, toute cette protection du racisme, enfin, comment dire, toute cette lutte contre l'antiracisme, mais qui est une protection du racisme, par rapport à ce que je vous disais dans le premier volet de la vidéo, c'est un moteur supplémentaire à la célébrité, de manière claire. Cette volonté, ces positionnements médiatiques qu'ont de nombreuses vedettes, n'est rien d'autre que de pouvoir s'offrir la certitude d'être toujours du bon côté du manche. Si demain ça doit tourner vinaigre, ils pourront montrer patte blanche en disant vous voyez, et j'avais dit moi je m'excuse d'être privilégié. Donc ils sont toujours du bon côté du manche. Virginie Despentes en est vraiment l'exemple parfait. Une fois elle est du côté des femmes, une fois des opprimés. Forcément c'est confortable comme positionnement. Je veux dire, il n'y a aucun artiste qui arrive qui dit bah oui, moi je suis bourgeois blanc et je vous emmerde. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si, Eric Zemmour, à la rigueur, mais bon, c'est pas le bon exemple. Donc, forcément, c'est confortable de vouloir se ranger du côté des opprimés. On est toujours du bon côté du manche. Et on est toujours en haut de la pyramide communautaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat communautaire. Il y a encore 15 ans, on se rassurait en pensant que tout ça n'était propre qu'aux États-Unis. Bon, bah, maintenant, les amis, on y est. Ce débat communautaire, il est à la maison. Donc, la vraie question qui se pose, c'est que toutes ces vedettes, à la limite, leur positionnement est respectable. C'est un positionnement de citoyen. Après tout, on discute. Tant qu'il n'y a pas de vertu moralisatrice, hein, comme ça peut être le cas quand on lit les lettres de Virginie Despentes, ça peut être l'objet d'un débat, d'une discussion. Après tout, pourquoi pas. Mais concrètement, où sont les actes?
Où sont les actes sur le terrain pour aider les opprimés? Parce que tout le monde peut communiquer dans les médias. Tout le monde peut faire une vidéo YouTube, un tweet, un Instagram, tout ce que vous voulez. Mais où sont les actes? Omar Sy, qui profite de la tribune qu'il a, profite de l'aura médiatique qu'il a pour dénoncer tout ça, c'est une chose, et à la limite, chapeau. Il se met, d'une certaine manière, il met son image en danger. Quoique, comme dit, il choisit le bon côté du manche. Mais après tout, pourquoi Omar Sy ne retournerait pas à Trappes? Je crois qu'il vient de Trappes, son quartier en région parisienne, pour justement mettre en évidence tout ça et vivre aux côtés des opprimés pour, à la limite, presque même réaliser un film ou un documentaire, s'il veut, qui aura l'assurance de faire des entrées en salle, vu il va joindre son image. Pourquoi il ne retournerait pas à Trappes pour filmer ça, pour filmer ce quotidien et mettre son identité de star en danger dans ce climat-là? Parce que tout le monde peut critiquer les violences policières françaises quand on habite à Los Angeles ou Las Vegas. Moi, demain, tu m'offres une baraque à Miami, je te critique ce que tu veux. Même la défense des abeilles, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, concrètement, comme le dit l'excellent Nicolas Nassim Taleb, ou Nassim Nicolas Taleb, je ne sais plus comment il met ses prénoms dans l'ordre, dans son livre Jouer sa peau, que je vous recommande chaudement, excellent essai, euh, où est la mise en danger de ces starlets qui communiquent à tout va, mais concrètement, où sont les actes? À quel moment jouent-ils leur peau en dehors des micros et des salons bourgeois? Voilà, c'est une question que je pose. Et cette question, alors, forcément, tous les jours, je vous dis, le débat est bouillant, il est omniprésent. Et encore aujourd'hui, je suis tombé sur la tribune de Raoul Peck, le réalisateur. Et c'est une question que je me posais depuis ce matin pour préparer la vidéo avec vous ce soir. Euh, Comment va finir tout ça? Comment ce combat contre le racisme, ce combat antiraciste, comment peut-il finir? Quelle est la finalité? Si on veut lutter contre le privilège blanc, faut-il qu'il n'y ait plus de blancs et donc de privilèges pour que la société s'en porte mieux? Et ou à l'inverse, une fois que ce privilège aura été détruit, va-t-on lutter contre un privilège noir ou asiatique ou on ne sait quoi? C'est un combat sans fin. Ou est-ce que cela va finir dans un bain de sang, parce que l'émotion dépasse le cadre légal? Et justement, dans cette lettre de Raoul Peck, donc excellent réalisateur, là encore, les positions n'ont rien à voir avec la portée artistique de l'œuvre de Raoul Peck, mais on a vraiment des passages que j'ai trouvé terribles, hein. Je vous lis notamment ce qu'on peut lire. Euh, alors c'est un peu long, accrochez-vous. En allant plus loin et en essayant d'être un brin plus honnête, on voit bien que le racisme, ce n'est pas vraiment qu'on déteste les Noirs, qu'on déteste les Arabes, qu'on n'aime pas les Chinois, qu'on a peur des racailles de banlieue. Tout cela, on le sait bien sûr et on le vit. Mais on voit tout aussi bien que pris un à un, ils sont bien comme vous, ces braves beurre black. Surtout lorsqu'ils gagnent des médailles bleu, blanc, rouge, nous font rire sur la scène, à la télévision, au cinéma, et pleurer quand ils, elles, chantent si bien le spiritual, le blues, la soul ou même le rap. Tout ça, vous le savez, la question est maintenant de savoir ce que vous allez en faire. Réfléchissez bien avant de répondre, car ceux qui arrivent ne sont pas plus aussi patients ni aussi pacifiques. Donc Raoul Peck, en demi-teinte, euh, nous dit que ce qui peut se passer n'est pas pacifique. Donc l'inverse de pacifique, je suis pas une bête en vocabulaire, mais c'est la guerre. L'inverse de la paix, c'est la guerre. Je veux dire, il y a pas 14 chemins possibles. Donc, sans trembler du museau, Omar Sy, n'importe quoi, Raoul Peck nous dit ça, hein, réfléchissez bien avant de répondre, car ceux qui arrivent ne sont plus aussi patients ni aussi pacifiques. Là encore, il faut comprendre la portée de cette phrase, et on a d'autres extraits hein, dans cette vidéo. On a un autre passage. Oui, la France m'a beaucoup donné à titre individuel, mais elle a tout repris à mon collectif. De quel collectif parle Raoul Peck? On ne sait pas. Autre passage, I can't breathe, comme a dit George Floyd. J'étouffe, a également crié Adama. Les policiers étaient français, comme l'est le dispositif mis en place pour étouffer la vérité, donc sous-entendant qu'Adama Traoré n'était pas français. Donc là encore, cette volonté de scinder les gens, de les opposer les uns aux autres, ce qui n'enlève pas d'ailleurs à la gravité de la mort d'Adama Traoré. Même si les policiers avaient été noirs eux aussi, l'acte est terrible dans tous les cas, qu'importe la couleur de peau, c'est tout le problème du combat antiraciste. Et la fin de l'article, qui est là encore dans le ton hein, de cette lettre, au demeurant très bien écrite, mais que je trouve assez
inquiétante, Raoul Peck écrit: Ce matin, en me levant, j'ai pleuré. J'ai pensé qu'un autre monde était possible sans qu'on ait à mettre le feu partout. Maintenant, je ne suis plus sûr du tout. Donc voilà, si vous voulez, à quoi peut aboutir ce combat antiraciste, là où nous aurions pu tous nous battre ensemble en tant que citoyens, et non pas en tant que blanc, noir ou autre, euh, aux armes citoyens, comme dit Féfé, absolument, là où nous aurions pu nous battre ensemble contre ce drame qu'est le racisme, ce fléau qu'est le racisme, nous en sommes à devoir combattre d'abord communauté contre communauté, contribuant à renforcer le racisme sans trop savoir où tout cela va nous mener. Donc, et c'est vraiment, je vous mettrai le lien de cette lettre de Raoul Peck qui est extrêmement intéressante parce qu'effectivement, il parle de l'héritage historique, de l'héritage économique qui contribue à cette situation. Bien sûr que tout ce lot de souffrance, tout ce lot est bien présent, mais que faire avec l'histoire? On ne la réécrira pas, on ne la changera pas, on est condamné à vivre avec le passé. Donc, on peut le refuser et vouloir perpétuer ce qui a permis de rendre possible ces drames, ou alors on n'efface pas le passé, mais on l'assume ensemble et on se bat ensemble. Malheureusement, là, on est voué à se battre les uns contre les autres, ce qui est terriblement effrayant.